Le jour où j'ai vendu notre maison, c'était le même jour où j'ai enfin retrouvé ma liberté. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi cette phrase qui semble si simple a failli me coûter 50 ans de souvenirs et la relation avec ma propre fille. Abonnez-vous s'il vous plaît, car cette histoire va vous montrer comment le silence peut devenir l'arme la plus redoutable. Je m'appelle Marie, j'ai 68 ans, et pendant 6 mois, j'ai vécu un cauchemar que je n'aurais jamais imaginé possible. Tout a commencé 3 mois après les obsèques de mon époux, Jean-Claude. Nous avions construit notre petite maison de Boulogne-Billancourt brique par brique, économie par économie. 43 ans de mariage, 43 ans à polir chaque détail de ce foyer qui sentait encore sa pipe et son aftershave. Ma fille Sylvie était venue me voir ce mardi pluvieux de novembre, les yeux rougis par ce qui ressemblait à de la compassion. « Maman, tu ne peux pas rester seule dans cette grande maison. Papa n'est plus là. Viens vivre chez nous, tu seras mieux entourée. » Son mari Éric hochait la tête derrière elle, les mains dans les poches, le regard fuyant. J'aurais dû comprendre dès ce moment-là. Mais la solitude me pesait, les murs de la maison résonnaient de son absence, et l'idée de retrouver une famille, même recomposée, me réchauffait le cœur. J'ai accepté de mettre la maison en location et de m'installer chez eux, dans leur pavillon de Créteil. Temporairement, avais-je précisé. Sylvie avait souri. Ce sourire que je connaissais depuis qu'elle était petite, celui qu'elle arborait quand elle obtenait exactement ce qu'elle voulait. Les premiers jours ont été doux. Sylvie me montrait ma chambre, l'ancienne salle de jeu des enfants qu'il n'avait jamais eue, avec ses murs couverts de papier peint à motif de voitures de course. « On va refaire la décoration bientôt, disait-elle en passant la main sur les murs jaunis. Mais les semaines ont passé, et rien n'a changé, sauf l'atmosphère de la maison. Le premier signe, c'était la disparition de mes photos. Celle de Jean-Claude et moi en voyage, celle de notre mariage, celle où nous tenions Sylvie bébé. Ça encombre, avait expliqué ma fille en rangeant tout dans un carton. Il faut que tu comprennes, maman, ici c'est notre espace. Tes affaires, c'est, comment dire, ça perturbe notre harmonie. Puis sont venues les règles. Pas de télévision après 21h car Éric se lève tôt. Pas de cuisine le matin avant 8h car ça réveille tout le monde. Mes livres devaient rester dans ma chambre car ça fait désordre dans le salon. Mes médicaments ne pouvaient plus être dans la salle de bain commune car c'est déprimant de voir ça. J'encaissais en silence, pensant que l'adaptation était normale. Jean-Claude me manquait cruellement et je me disais que vivre en famille valait bien quelques concessions. Mais le silence que j'avais choisi par diplomatie allait bientôt devenir ma plus grande force. L'humiliation a atteint son paroxysme un samedi après-midi de janvier. Sylvie avait organisé une pendaison de crémaillère, ironique, puisqu'ils vivaient là depuis 5 ans, pour présenter leur nouvelle vie aux voisins et amis. J'avais passé la matinée à préparer mes fameux macarons aux framboises et à nettoyer la maison de fond en comble. Mes mains, marquées par l'âge et l'arthrite, avaient poli chaque surface jusqu'à ce qu'elle brille. Quand les invités sont arrivés, quelque chose d'étrange s'est produit. Sylvie ne me présentait pas comme sa mère, mais comme Marie, qui nous aide à la maison. Quand Madame Dubois, la voisine, m'a complimenté sur mes macarons, Sylvie a ri d'un rire cristallin et faux. Oh, Marie a beaucoup de temps libre maintenant. C'est bien qu'elle se rende utile, n'est-ce pas? Le coup de grâce est venu quand Éric, déjà éméché par l'apéritif, a lancé devant tout le monde. Au moins, notre résidente gratuite sait faire quelque chose de ses 10 doigts. L'assemblée a ri, mal à l'aise. Moi, j'ai continué à servir le champagne, le visage impassible, mais quelque chose venait de se briser définitivement dans ma poitrine. Cette nuit-là, allongée dans mon lit d'enfant au milieu des voitures de course, j'ai compris que je n'étais plus une mère, ni même une invitée. J'étais devenue un meuble encombrant qu'on tolère par obligation. Mais il ne savait pas encore qui était vraiment Marie Dubois, née Moreau. Le lundi suivant, en ouvrant mon courrier, j'ai découvert quelque chose qui a glacé mon sang. Une lettre de la banque me demandant de confirmer le transfert de propriété de ma maison de Boulogne-Billancourt. Transfert que je n'avais jamais autorisé.
Mes mains tremblaient en composant le numéro de mon conseiller. Madame Dubois, nous avons reçu tous les documents signés de votre main. Votre fille, Madame Sylvie Martin, devient propriétaire. N'est-ce pas ce que vous souhaitiez? La voix du banquier était professionnelle mais confuse. Mon sang n'a fait qu'un tour. 43 ans de ma vie, vendus dans mon dos. J'ai raccroché et suis allé confronter Sylvie dans son salon, là où mes photos n'avaient plus le droit de séjourner. Sylvie, explique-moi ce papier. Ma voix était calme, trop calme. Elle a levé les yeux de son magazine de décoration avec l'expression de quelqu'un qu'on dérange. Quoi encore, maman? Le transfert de ma maison. Tu as falsifié ma signature. Son visage s'est durci instantanément. Plus aucune trace de la petite fille que j'avais élevée. Écoutez, Marie, elle ne m'appelait plus maman, vous n'avez plus l'âge de gérer un patrimoine. Et puis, elle me reviendra de toute façon un jour, alors autant que ce soit maintenant, pendant que vous pouvez encore en profiter. En profiter comment? Je n'y vis même plus. Vous en profitez parce que vous avez un toit ici. Parce qu'on vous nourrit, qu'on vous loge. Vous croyez que c'est gratuit, la charité? Éric était apparu dans l'encadrement de la porte, les bras croisés. Marie, vous devenez difficile. Si ça ne vous plaît pas, vous savez où est la porte. Ce soir-là, j'ai fait ma valise. Pas par colère, pas par dépit. Par calcul. Parce que dans le silence de ma chambre aux voitures de course, un plan était en train de naître. Un plan qui allait me permettre de reprendre le contrôle de ma vie. J'avais gardé le numéro de Maître Blanchard, l'avocat qui s'était occupé de la succession de Jean-Claude. Le lendemain matin, à la première heure, j'étais dans son bureau lambrissé du 16e arrondissement. Madame Dubois, cette signature est effectivement un faux. Nous pouvons porter plainte et... J'ai levé la main pour l'interrompre. Non, maître. Je veux quelque chose de plus efficace. Je veux vendre immédiatement. Ses sourcils se sont froncés. Mais, votre fille ne pourra pas contester si les papiers sont falsifiés. Justement. Elle n'est pas propriétaire. Moi si. Et je veux vendre avant qu'elle n'ait le temps de corriger sa petite manipulation. Le sourire qui a éclairé le visage de l'avocat était celui d'un homme qui venait de comprendre la beauté froide de la justice. En 48 heures, grâce à l'efficacité redoutable de Maître Blanchard et à l'enthousiasme d'Émilie, une jeune agent immobilier qui avait tout de suite saisi l'urgence de la situation, ma maison était sur le marché. Cette maison se vendra en moins d'une semaine, avait prédit Émilie en caressant la rampe d'escalier que Jean-Claude avait sculptée lui-même. Elle a une âme, ça se sent. Elle avait raison. Madame Leclerc, une femme divorcée dans la cinquantaine, est tombée amoureuse de la maison dès la première visite. Elle me rappelle ce que je veux reconstruire, m'avait-elle dit en signant l'offre d'achat. Un nouveau départ après un mariage difficile. Pendant ce temps, j'avais trouvé un petit appartement lumineux dans une résidence pour seniors de Boulogne. Pas un mouroir, non. Un endroit où des gens comme moi recommençaient à vivre. Avec un petit balcon orienté sud où j'avais déjà prévu de planter mes herbes aromatiques. Le jour de la signature chez le notaire, j'ai éteint mon téléphone. Sylvie tentait de m'appeler depuis le matin, probablement alertée par la banque ou par un voisin qui avait vu les panneaux vendus fleurir dans mon ancien jardin. Quand les clés ont changé de main, j'ai senti un poids immense quitter mes épaules. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la libération. Madame Leclerc m'a serré dans ses bras. Merci de m'avoir fait confiance. Je vais prendre soin de cette maison comme vous l'avez fait. Le retour de flamme n'a pas tardé. Sylvie et Éric ont reçu leur mise en demeure d'évacuation les lieux sous 48 heures le lendemain matin. Apparemment, ils avaient sous-loué une partie de ma maison sans mon accord, ce qui rendait leur situation encore plus précaire légalement. Les appels ont commencé à 9 heures. 15 appels manqués avant midi. Puis les messages, de plus en plus hystériques. « Maman, tu ne peux pas faire ça. Comment on va faire? Où on va aller? Tu es ma mère. » Puis la colère. « Tu es une vieille folle. On va te faire interner. »
Puis de nouveau les supplications. S'il te plaît, réponds, j'ai besoin de toi. Mais j'étais occupé. Dans mon nouvel appartement, je plantais des graines de basilic dans des petits pots en terre cuite. Mes mains, les mêmes qui avaient fait ses premiers repas, qui avaient soigné ses genoux écorchés, qui avaient applaudi à ses spectacles d'école, plantaient maintenant les graines de ma nouvelle vie. Le vendredi suivant, elle est venue sonner à ma porte. À travers l'interphone, sa voix était brisée. « Maman, s'il te plaît, laisse-moi monter. On peut tout arranger. Eric est parti, j'ai plus personne. » J'ai regardé par la fenêtre. Elle était là, sur le trottoir, avec 2 valises. Les mêmes valises qu'elle avait utilisées pour déménager dans sa première colocation il y a 25 ans. Celles que Jean-Claude et moi lui avions offertes pour ses 18 ans, en cuir rouge, avec ses initiales gravées. « Sylvie » ai-je dit dans l'interphone, ma voix étonnamment ferme. « Tu as fait un choix le jour où tu as falsifié ma signature. Tu as décidé que j'étais un objet qu'on peut manipuler. Maintenant, tu assumes les conséquences. » Maman, j'ai peur. Je n'ai plus rien. Les voisins ne me parlent plus, tout le monde sait ce que j'ai fait. Tu avais raison sur une chose, Sylvie. Il faut savoir où est la porte. La tienne, c'est celle de ton ancienne vie. La mienne, c'est celle de ma liberté. J'ai coupé l'interphone. Par la fenêtre, je l'ai regardée rester plantée là pendant 1 heure, comme si elle attendait que je change d'avis. Puis elle a pris ses valises et elle est partie. Ce soir-là, j'ai arrosé mon basilic en regardant le soleil se coucher sur la Seine. Mon téléphone était silencieux. Pour la première fois depuis des mois, le silence n'était plus une soumission, c'était un choix. 3 mois plus tard, j'ai reçu une carte postale. Sylvie avait trouvé du travail dans une petite ville du sud-ouest et recommençait sa vie. Je commence à comprendre, avait-elle écrit de son écriture penchée. Un jour, peut-être, tu pourras me pardonner. En attendant, merci de m'avoir appris que le respect ne se négocie pas. Je n'ai pas répondu à cette carte. Pas encore. Mais je ne l'ai pas jetée non plus. Elle est là, dans le tiroir de ma table de nuit, à côté de la photo de Jean-Claude et moi devant notre maison le jour de la signature chez le notaire, il y a 43 ans. Aujourd'hui, quand je bois mon thé matinal sur mon balcon en regardant pousser mes herbes aromatiques, je pense à toutes ces personnes qui, comme moi, ont été réduites au silence par ceux qu'elles aimaient. À tous ces parents âgés qui se taisent par amour, qui encaissent par peur de perdre leurs enfants, qui acceptent l'inacceptable par solitude. Je voudrais leur dire que le silence n'est pas une faiblesse quand on choisit quand le briser. Que la patience n'est pas de la passivité quand elle prépare une action juste. Que l'amour maternel ne doit pas être une prison où l'on accepte tous les mépris. Mon silence n'était pas une capitulation. C'était une stratégie. Et quand j'ai choisi de le briser, ce n'était pas pour crier ma colère, mais pour reprendre ma dignité. Parfois, la plus belle vengeance, c'est simplement de se respecter assez pour dire non. Et de le faire avec assez de force pour que ce non résonne longtemps après que les cris se sont tus. La maison de Boulogne-Billancourt résonne maintenant du rire des enfants de Madame Leclerc qui viennent le week-end. Jean-Claude aurait aimé ça. Moi, j'ai trouvé ma paix dans ce petit appartement où personne ne peut me dire que mes photos font désordre, où mes livres ont leur place, où mon silence est enfin redevenu le mien. Et quand le téléphone sonne maintenant, c'est moi qui choisis de répondre ou non. C'est ça, la vraie liberté, avoir le choix de son silence ou de sa parole. Et savoir que les deux peuvent être des armes redoutablement efficaces quand on les manie avec intelligence et dignité.